Imaginez attendre 35 ans, oui, 3 décennies et demie, pour qu'un indice boursier retrouve enfin son sommet historique. C'est incroyable, non? Ah oui, c'est l'histoire folle du Nikkei. Il a enfin réussi cet exploit, là, en février 2024. Exactement. Alors la question c'est, qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant toute cette traversée du désert? C'est long, 35 ans. C'est très long. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Oui, on va se lancer dans une exploration un peu détaillée de cette saga boursière. On va regarder les cycles, les crises, les moments d'espoir aussi, depuis ce fameux pic de 1989. L'idée, c'est de comprendre les mécanismes derrière tout ça. Les forces économiques, politiques, structurelles qui ont modélé le marché japonais pendant si longtemps. Tout à fait. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse assez fouillée, avec les données hebdomadaires du Nikkei depuis 1950. Ça permet de bien voir les grandes tendances sans se perdre dans le bruit quotidien. Oui, c'est une perspective longue qui est nécessaire. Au-delà du symbole du record battu, c'est une vraie transformation qu'on observe. Pas juste un chiffre. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire, les racines de l'histoire, les cycles longs. D'abord, ce qu'on appelle le miracle économique d'après-guerre. Grosso modo, 1950-1989. Une période faste. Le Nikkei passe de presque rien, 86 points, à près de 39 000. Une hausse. Attendez, le chiffre est dingue, plus 44 791% en presque 40 ans. Le Japon devient la deuxième économie mondiale. C'est ça. Mais cette période incroyable contient déjà les germes de la crise, surtout dans les années 80. Oui, cette fameuse bulle, boursière et immobilière, comment elle naît, cette bulle? C'est une combinaison, en fait. Une confiance énorme dans le modèle japonais, bien sûr, et puis il y a les accords du Plaza en 1985. Ah oui, ces accords, c'était pour faire baisser le dollar à l'origine. Exactement. Sauf que ça a eu l'effet inverse sur le yen. Il s'est mis à monter très fort. Du coup, pour contrer ça, la Banque du Japon a baissé ses taux d'intérêt, massivement. Et là, l'argent facile arrive. Voilà, liquidité abondante, crédit pas cher, les capitaux affluent et la spéculation s'emballe. Actions, terrain, tout y passe. Au point qu'en 1989, on a des chiffres hallucinants. Le Japon pèse 45% de la capitalisation boursière mondiale. Et le PER moyen, Le ratio cours sur bénéfice, oui. il atteint 58. C'est-à-dire qu'il fallait en moyenne 58 ans de bénéfices d'une entreprise pour justifier son cours en bourse. C'est vertigineux. Totalement délirant, oui, complètement déconnecté des réalités économiques. On disait à l'époque que la valeur des terrains autour du palais impérial à Tokyo dépassait celle de toute la Californie. C'est l'exemple type de la bulle, quoi. Et forcément, ça ne pouvait pas durer. Arrive la grande descente de 1989 à 2003. La chute est terrible. L'indice perd 80% de sa valeur en 13 ans. 80%. Qu'est-ce qui déclenche ça? La Banque du Japon finit par resserrer sa politique monétaire pour calmer le jeu. Et là, la bulle éclate. L'immobilier s'effondre, parfois de 90% dans certains quartiers. Les banques se retrouvent avec des montagnes de créances douteuses. Et l'économie tombe en déflation. C'est le début de ce qu'on appelle les décennies perdues. Exactement. Et ce n'est pas juste un crash boursier ponctuel, c'est une crise systémique profonde. La déflation s'installe, les prix baissent, les salaires stagnent, ça paralyse tout. Les banques ne peuvent plus prêter. On parle de chiffres énormes, l'équivalent de 9 000 milliards de dollars de richesse qui s'évaporent entre 1990 et 1997. Plus de 2 ans de PNB de l'époque. C'est colossal. Et la crise asiatique de 1997-98 vient rajouter une couche, en achevant des institutions financières majeures comme Yamaichi Securities ou la Long Term Credit Bank. Ça montre bien la fragilité et les interconnexions. Bon, après ce trou noir de 13 ans, la situation reste difficile. Il y a bien un rebond entre 2003 et 2007. Oui, un rebond de plus 137%, porté par l'économie mondiale qui allait bien à ce moment-là. Mais ça ne dure pas. La crise financière mondiale de 2008-2009 arrive. Et elle frappe durement le Japon. Le Nikkei replonge de 61%. Le pays est très touché parce qu'il dépend beaucoup des exportations. Et à ce moment-là, le yen a tendance à se renforcer, ce qui pénalise encore plus les entreprises. Comme si ça ne suffisait pas. Mars 2011, le séisme et le tsunami de Fukushima. Oui, un choc terrible. D'abord humain, évidemment, avec 23 000 morts. Mais aussi un traumatisme économique et psychologique majeur. On estime les dégâts à 360 milliards de dollars. Ça a renforcé le climat d'incertitude ambiant. C'est vraiment une accumulation de chocs. On se demande comment le pays a tenu. Mais fin 2012, quelque chose semble changer. L'arrivée de Shinzo Abe. Oui, Shinzo Abe arrive au pouvoir avec une politique économique très volontariste, les Abenomics.
C'est une tentative pour briser enfin ce cycle de déflation et de stagnation. Les Abenomics, on en a beaucoup entendu parler. C'était basé sur 3 flèches, c'est ça? C'est ça. La première flèche, Hajinomi. Une politique monétaire ultra souple, la Banque du Japon se met à acheter massivement des actifs pour inonder le marché de liquidités. Avec quel objectif? Faire baisser le yen pour aider les exportateurs et relancer l'inflation. Et ça marche assez vite, hein. Dès 2013, le Nikkei bondit de 57%, sa meilleure année depuis 1972. Et le yen chute fortement. Ok, ça c'est la première flèche. Et les 2 autres? La deuxième, c'était une relance budgétaire, des dépenses publiques pour stimuler l'activité. Mais son impact a été un peu limité par la dette publique qui était déjà énorme au Japon. Et la troisième flèche? Les réformes structurelles? C'était souvent présenté comme la plus importante, mais aussi la plus difficile. Exactement. C'est là que le bilan est plus nuancé, surtout au début. Il y a eu des avancées sur la gouvernance d'entreprise par exemple, ou pour encourager le travail des femmes, mais beaucoup de réformes profondes pour déréguler certains secteurs ou flexibiliser le marché du travail ont été lentes ou incomplètes. Donc pas une solution miracle immédiate, les Abenomics. Non, pas miracle. Mais ça a quand même marqué un vrai tournant. Ça a changé l'état d'esprit, ça a redonné confiance et ça a surtout mis fin à la spirale déflationniste à terme. Ça a jeté les bases du renouveau actuel, même si ça a pris du temps. Et on arrive donc à la période récente, la consécration en quelque sorte. Février 2024, le Nikkei dépasse enfin son record de 1989. Oui, et en mars 2024, il touche même les 40 000 points. Actuellement, en octobre 2025, on est autour de 48 000 points. Une performance impressionnante, gouvernance d'entreprise, on y reviendra. Et même, signe qui ne trompe pas, des hausses de salaire significatives, plus 5,1% négociées en 2024, c'est du jamais vu en 33 ans. C'est intéressant. Si on regarde d'ailleurs les cycles plus courts, depuis 1989, on voit bien la volatilité dont on parlait. Ah oui, c'est édifiant. En moyenne, sur cette période, les phases de baisse ont duré environ 2 ans et demi, avec une chute moyenne de 45%. Et les phases de hausse, un peu plus longues, 2,8 ans, avec un gain moyen de 102%. Ça fait des montagnes russes pour les investisseurs. Carrément. On peut d'ailleurs distinguer 3 grandes phases dans ces cycles courts depuis l'éclatement de la bulle. Oui, 1989. 2003, c'est un peu le chaos. Le dégonflement de la bulle principale, moins 63%, mais avec des rebonds techniques. Puis les crises qui s'enchaînent. Crise asiatique, crise russe, éclatement de la bulle Internet, 11 septembre. Le point bas absolu est touché en avril 2003. moins 80% par rapport au sommet, on le rappelle. Ensuite, 2003-2011. Une phase de normalisation aidée par le boom économique mondial et les réformes du Premier ministre Koizumi, plus 137%, mais plombée par la crise des subprimes, moins 61%, et le choc de Fukushima. Et enfin, la troisième phase, depuis 2011-2012. C'est l'ère Abenomics et la Renaissance. Après le creux post-Fukushima, les Abenomics lancent un cycle haussier puissant, plus 154%. Bien sûr, il y a eu des turbulences, le ralentissement chinois, le Brexit, la guerre commerciale USA-Chine, le Covid. Le Covid, oui, qui a provoqué une chute brutale en mars 2020. Exactement, mais la reprise post-Covid a été extrêmement forte, plus 190% depuis ce creux de mars 2020, ce qui nous a mené au record. Ça illustre bien comment les événements mondiaux et les politiques internes interagissent constamment. Tout à fait. Une trajectoire très heurtée, mais avec une tendance de fond clairement ascendante depuis une bonne dizaine d'années. Pendant toutes ces années difficiles, le paysage industriel japonais a beaucoup changé. Il y a eu des victimes. Oui, notamment dans le secteur bancaire à la fin des années 90, avec des faillites retentissantes, mais aussi dans l'électronique grand public, un secteur où le Japon dominait. C'est vrai, Panasonic a perdu énormément d'argent, a dû abandonner des activités comme les écrans plasma ou les smartphones. Sharp a été racheté par le taïwanais Foxconn. Toshiba a vendu sa division TV. Et dans les semi-conducteurs, où le Japon était leader mondial en 1990, il a perdu sa place. Les causes sont multiples. Comme quoi, par exemple? Souvent une certaine rigidité structurelle, liée notamment au keiretsu. Ces grands conglomérats avec des participations croisées entre entreprises. Oui, ça a parfois freiné les restructurations ou les adaptations nécessaires. Il y a eu aussi un manque d'anticipation de certains virages technologiques clés, comme le numérique. Et puis le poids des dettes héritées de la bulle a longtemps pesé sur l'investissement. Mais il n'y a pas eu que des perdants, heureusement. Certains ont bien résisté. Absolument. Dans l'automobile, par exemple, Toyota a traversé les crises grâce à son excellence opérationnelle légendaire. Le système de production Toyota, le Kaizen. Cette philosophie d'amélioration continue. C'est ça. Honda aussi,
qui était plus indépendante car hors Keiretsu, a bien tiré son épingle du jeu. Nissan, sauvé par l'alliance avec Renault. Et puis Sony. Sony, c'est un cas intéressant. Oui, Sony s'en est sorti en se diversifiant très tôt dans les contenus, musique, cinéma, et bien sûr grâce au succès phénoménal de la PlayStation. Qu'est-ce qui a fait la différence pour ces entreprises, alors? Souvent, c'est l'indépendance stratégique justement, ne pas être pieds et poings liés à un Keiretsu, la capacité à se diversifier, et une obsession pour l'efficacité, l'excellence opérationnelle. Elles ont su garder le cap et innover malgré tout. Elle montre qu'il n'y avait pas de fatalité, en fait. Tout à fait. Revenons à aujourd'hui à ce fameux record de février 2024. Un trader disait sentir une nouvelle ère, l'impression d'être enfin sorti de la déflation. C'est juste un symbole ou il y a vraiment quelque chose de nouveau? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Les moteurs de la hausse actuelle sont très différents de ceux de 1989. Il faut quand même relativiser un peu, non? Pendant que le Nikkei mettait 35 ans à revenir, le Dow Jones américain était multiplié par 17, l'indice de Shanghai par 30, le Japon est passé de deuxième à quatrième économie mondiale. C'est vrai, le Japon a perdu du terrain en relatif. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que la hausse semble reposer sur des bases beaucoup plus solides, plus fondamentales. C'est-à-dire, quels sont ces fondamentaux? Il y en a plusieurs. Premièrement, et c'est peut-être le plus important, des réformes majeures de la gouvernance d'entreprise. La bourse de Tokyo, le TSE, met une pression très forte sur les entreprises, Comment ça? notamment sur celles dont le PBR, le ratio entre le cours de bourse et la valeur comptable, est inférieur à 1. En gros, celles dont la valeur en bourse est inférieure à la valeur de leurs actifs nets. La bourse leur demande de mieux utiliser leur capital, d'améliorer leur rentabilité. Et ça a des effets concrets? Ah oui, on voit des rachats d'actions records, 960 milliards de yens en 2023. Les dividendes augmentent, les assureurs s'engagent à réduire les participations croisées, c'est un vrai changement de culture. D'accord, premier point, meilleure gouvernance. Quoi d'autre? Deuxième point, la sortie de la déflation. L'inflation revient doucement, les salaires augmentent enfin, on l'a dit, et la Banque du Japon a même mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatif en mars 2024. C'est un tournant historique. Ça change tout pour l'économie. Troisième élément, le programme NISA. C'est un dispositif fiscal qui incite très fortement les ménages japonais à investir leur épargne en actions sur le marché local. On estime que ça pourrait attirer plus de 33 milliards de dollars rien qu'en 2024. Ça crée un flux acheteur domestique important. Intéressant. Il y a d'autres facteurs? Oui, il y a aussi l'enthousiasme mondial pour l'intelligence artificielle qui profite aux entreprises japonaises liées aux semi-conducteurs, comme Tokyo Electron. Et enfin, le yen faible. Le yen faible a beaucoup aidé les exportateurs, c'est sûr. Même s'il s'est un peu renforcé récemment, non? Oui, il était monté jusqu'à 162 yens pour un dollar en juillet 2024. Là, en octobre 2025, on est plutôt autour de 153. Mais ça reste un niveau historiquement faible qui a bien dopé les profits des entreprises exportatrices ces dernières années. Donc si on compare point par point 1989 et 2024, le PR qui passe de 58 à environ 14 aujourd'hui. Beaucoup plus raisonnable. La base qui n'est plus la spéculation immobilière, mais les bénéfices réels et les réformes. Une gouvernance plus transparente. Les entreprises qui retournent plus d'argent aux actionnaires. C'est un tableau très différent. C'est la différence cruciale. 1989, c'était une bulle, une exubérance irrationnelle. 2024, ça ressemble beaucoup plus à une reprise structurelle, basée sur des changements réels dans l'économie et dans la façon dont les entreprises sont gérées. C'est comme si le Japon essayait de rompre avec certaines pratiques du passé. Et pour la suite, alors les analystes ont l'air plutôt optimistes. Des grands investisseurs comme Warren Buffett ou BlackRock montrent de l'intérêt. Est-ce qu'on peut être confiant? Il y a des raisons d'être optimiste, oui. La dynamique semble bonne. Mais il faut rester prudent, évidemment, surtout après une hausse aussi rapide. Quels sont les points de vigilance? D'abord, les valorisations. Même si elles sont raisonnables comparées à 1989, elles ne sont plus bon marché comme elles ont pu l'être il y a quelques années. Beaucoup de bonnes nouvelles sont sans doute déjà intégrées dans les cours actuels. D'accord, donc moins de potentiel de hausse facile. Possiblement. Ensuite, il y a les défis structurels qui n'ont pas disparu, le vieillissement ultra rapide de la population japonaise et la dette publique qui reste colossale, à 260% du PIB. Ce sont des freins potentiels à long terme. Et la qualité des réformes dont on parlait. C'est un autre point. Tout le monde ne joue pas le jeu de la meilleure gouvernance avec la même conviction. Il faut voir si ces changements vont vraiment s'installer durablement dans toutes les entreprises. Et le yen? S'il continuait à se renforcer?
Oui, c'est un risque. Si le yen revenait vers, disons, 135, 140 pour $1, ça pourrait commencer à peser sérieusement sur les profits futurs des exportateurs. C'est un facteur de volatilité à surveiller. Bon, si on essaye de résumer tout ça, le Nikkei a vécu une incroyable traversée du désert de 35 ans. Des crises multiples, des faux départs, mais aujourd'hui il semble être sur une trajectoire de reprise plus structurelle, bien différente de la bulle de 1989. C'est ça. Les réformes de gouvernance, la fin de la déflation, le retour des investisseurs locaux, ce sont des signes forts et positifs. La reprise est légitime, elle est fondée sur des améliorations réelles. Mais Mais il faut garder la tête froide. La rapidité de la hausse récente, on parle de plus 43% en seulement 6 mois avant octobre 2025, et les défis structurels qui persistent, la démographie, la dette, incitent à la prudence. Le Japon n'est sans doute plus le piège à valeur qu'il a été pendant longtemps. c'est-à-dire un marché qui avait l'air pas cher mais ne montait jamais, hein. Voilà, ce n'est plus ça, mais il pourrait entrer dans une phase de consolidation, de digestion de cette hausse. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment le pays va gérer cette nouvelle maturité, cette nouvelle dynamique, face à ces défis qui restent uniques au monde. Et ça nous laisse avec une interrogation pour la suite peut-être, hein. Au-delà des performances boursières, au-delà des nouvelles règles de gouvernance imposées par la bourse, est-ce que cette transformation va vraiment infuser en profondeur dans la culture économique et managériale japonaise? C'est la question clé. Est-ce que ça suffira pour affronter le mur démographique, pour stimuler l'innovation dont le pays a besoin à long terme? C'est peut-être ça le prochain chapitre de l'histoire économique du Japon. Absolument. Le défi est immense, mais la situation actuelle est sans doute plus porteuse d'espoir qu'elle ne l'a été depuis très longtemps.